Merci d'assister à cette conférence qui sera filmée, par ailleurs qu'on enregistre et qui pourra se retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on sera amené à publier ensuite sur les réseaux par le biais de Grand Paris Aménagement. On est très heureux de vous retrouver pour cette journée du jeudi au MIPIM pour parler de ce sujet essentiel à la vie urbaine, qui est le sujet des socles actifs de l'activité commerciale, mais pas seulement que commerciale, l'activité économique. L'activité économique dans les socles, vous m'entendez parfaitement, ça va. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une conférence en 2 temps, avec des intervenants qui nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui et que je vais laisser se présenter, mais peut-être avec donc 2 temps avec une table ronde dans un premier temps, et puis ensuite dans un second temps, on prendra un petit peu de temps avec une introduction de Philippe Dugouin-Clément pour vous parler de l'AMI Socle Actif, l'AMI qu'on lance pour sélectionner des investisseurs que l'on sollicite pour investir dans nos futures opérations d'aménagement. Peut-être pour commencer cette conférence, je voudrais donner la parole aux intervenants, à notre président et au président de GPA, Jean-Philippe Dugouin-Clément, dans un premier temps, pour introduire la conférence. Et puis ensuite, je laisserai Philippe Morgan de Rivery et puis Sybille Cosnard se présenter avant qu'on passe au format un peu table ronde. Président, je vous laisse la parole pour un mot complémentaire d'introduction, si vous le voulez bien. Bien, très heureux de participer et d'ouvrir avec vous cette conférence sur ce qu'on appelle les socles actifs, c'est-à-dire c'est la façon dont on reconçoit différemment l'urbanisme de ville, l'urbanisme de centre-ville, l'urbanisme de zone complète et dont on essaye de travailler sur une diversité, une attractivité d'offres. La diversité et l'attractivité d'une offre, c'est, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie, dans le cadre de l'AMI lancée par Grand Paris Aménagement, mais c'est essayer de travailler extrêmement en amont dès la conception de la création du bâti ou de la rénovation du bâti sur ce que peut être la suite. C'est essayer dès le début de travailler sur la réversibilité potentielle des usages et véritablement c'est un sujet pour moi majeur. On sort d'une période où pendant quelques décennies on a connu l'extension urbaine de grandes zones commerciales, de grandes zones d'activité économique, souvent totalement monolithiques, qui ont quitté les centres-villes avec des désertifications. Et ce type de zones commerciales aujourd'hui sont attaquées au debout, d'une part par l'ubérisation, la montée du commerce en ligne, du catalogue infini et de la livraison sous 24 heures, et d'autre part par un souhait, une attente des consommateurs de revenir à de la proximité, de revenir au fond à ce qu'a toujours été la ville au travers des siècles, c'est-à-dire une complétude d'offres entre le lieu où l'on vit, le lieu où l'on peut travailler, le lieu où l'on peut faire ses courses. Et donc travailler sur le socle bâti, c'est tout simplement essayer de revenir à ce qui s'est fait pendant des siècles avant cette période des années 70, 80, 90 où on a perdu d'une certaine manière le fil du commun, c'est d'essayer de revenir à la création de la ville et tous les enjeux que nous portons avec Grand Paris Aménagement, avec énormément d'aménageurs, d'investisseurs, de communes, avec les intervenants qui sont autour de moi et qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, eh bien c'est la façon dont on peut ensemble essayer de refaire, de recréer de la ville, c'est-à-dire de recréer une ville et une vie complète. Merci Président. Sybille, je vous laisse vous présenter et puis nous dire... nous donner quelques mots de ce que vous avez produit récemment avec Pascal Madry sur le sujet du commerce. Oui, donc Sybille Cosnard, présidente fondatrice de l'agence de conseil en stratégie urbaine CityLinked. Et dans le cadre de notre agence, nous avons mis en place un observatoire urbain dans lequel nous publions un certain nombre d'ouvrages et nous venons de publier et de sortir un ouvrage qui parle du commerce et qui s'appelle « Le commerce dans tous ses étals ». Alors peut-être pour rebondir, je ne sais pas si on se présente respectivement ou... On va laisser Philippe se présenter également.
Alors, Philippe Morgan-Rivry, je dirige Ville Active, qui est une structure de programmation et de commercialisation de locaux d'activité dans des programmes mixtes, et en particulier avec un focus sur l'artisanat productif, puisque je travaille avec Stéphane Pionnier, qui a travaillé 30 ans dans les chambres de métiers et d'artisanat, 20 ans dans les Hauts-de-Seine et 10 ans à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc notre ambition, comme le disait monsieur, c'est effectivement de remettre l'activité au cœur des villes, cette activité qui a été un peu rejetée en périphérie, dans des zones, comme vous le disiez, monofonctionnelles. Donc notre but, c'est de remettre cette activité dans les villes avec la conviction qu'elles apportent des emplois, qu'elles apportent aussi des services de proximité aux habitants, et puis également qu'elles permettent de l'animation urbaine, notamment au niveau des rez-de-chaussée, et également pour les territoires qu'elles permettent de pérenniser ou de créer des savoir-faire. Voilà. Merci Philippe. Sybille, du coup, je vous redonne la parole, peut-être pour faire le lien avec ce que disait Jean-Philippe Dugouin-Clément sur les dynamiques qui ont été à l'œuvre ces dernières années. Oui. Et finalement, où on en est du commerce de proximité, du commerce de socle actif par rapport aux autres grandes typologies commerciales et notamment le commerce de périphérie. Comment tout ça a évolué dernièrement ? Alors la bonne nouvelle quand même, quand on ressort quelques chiffres qu'on a mis en exergue dans l'ouvrage, c'est que quand on interroge les habitants, on a 72% des Français qui déclarent être attachés à leur centre-ville et 73% qui déclarent s'y rendre une fois par semaine. L'effet Covid aussi a eu un regain d'intérêt ou d'attractivité pour ces centres, pour ce commerce de centre-ville. Mais pour autant, la situation demeure préoccupante puisqu'on a 13% de vacances commerciales qui s'est opéré dans les centres-villes en 2020 et moins 38,7% de fréquentation des centres-villes entre 2013 et 2021. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'en même temps qu'on a eu cet effet de vacances dans les centres-villes que vous avez tous pu observer, on commence aussi à percevoir une forme de vacances dans les centres commerciaux. Et donc ça réinterroge ce double phénomène qu'en même temps, et je crois que les collectivités sont en train de se saisir de cette dimension de vacances et comment on peut réinvestir ces centres-villes. Et il y a ce même phénomène aussi côté périphérie où on a un grand nombre, on les appelle dans l'ouvrage, où on les a appelés les repentis, qui ont à un moment beaucoup développé un principe de boîte à chaussures parce que c'était lié aussi au mode de consommation de l'époque et dont on s'aperçoit aujourd'hui avec les modes de consommation qui évoluent et avec le zéro artificialisation net, de comment on peut aussi requalifier et réinvestir ces centres de périphérie. Donc il y a deux sujets, celui du centre-ville à réinvestir, celui de la périphérie à requalifier, et tout cela avec une montée très forte du e-commerce qui réinterroge aussi tous nos socles actifs, parce qu'on est en train d'observer pas mal, et je ne sais pas si ça vous arrive dans votre commune, où on a tous ces phénomènes de dark store et de dark kitchen qui font qu'on a des rez-de-chaussée qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent demain devenir aussi opaques et donc ne pas interagir avec la ville et le rapport espace public-espace privé. Ça fait une transition toute trouvée pour peut-être une question, président, à l'élu local, au maire de Mennecy et aussi au vice-président de la région. Aujourd'hui, quand on est maire d'une commune et à l'échelle régionale, dans votre mandat, comment on prend en compte ce sujet du commerce de centre-ville ? Quels sont les enjeux clés selon vous aujourd'hui et dans les années qui viennent, alors même que ce sujet est un sujet toujours important pour la population, mais que celle-ci n'est peut-être pas toujours au rendez-vous de la fréquentation. Comment on appréhende ça quand on est élu local ? Oui, avec le son, c'est mieux. Oui, c'est toute l'ambivalence qu'on peut avoir. Parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous souhaite avoir un marché qui soit abondé, qui soit riche, abondant, qui soit là tout au long de l'année, souhaite avoir l'ensemble des commerces de proximité directement dans sa rue ou dans la ville de quart d'heure. Quand on est à Paris, on peut se le permettre. Dans un rayon pédestre immédiat, la réalité, c'est qu'on se retrouve assez souvent à avoir des modes de consommation qui, si on n'arrive pas à avoir une complétude d'offres et une densité d'offres, rendent extrêmement difficile la vie du commerce de proximité et où, d'une certaine manière, il y a une question, une logique de responsabilisation du consommateur. On ne peut pas à la fois vouloir du commerce
commerces de proximité de qualité, des marchés qui soient fournis, et imaginer qu'ils vont vivre comme vivrait une administration en étant salariés ou à coup de subvention, et qu'ils vont vivre avec des consommations ponctuelles ou aléatoires. Donc déjà, ça passe d'une certaine manière par le fait de faire partager une envie, d'essayer d'amener les habitants d'une commune, d'un territoire, à reprendre une logique de consommation citoyenne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement en vogue en termes de termes lorsque l'on parle notamment de consommation alimentaire, mais cette logique d'être un consommateur-acteur, première chose. Deuxième chose, on a très concrètement au travers de la recomposition urbaine des centres-villes ou des dark stores. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir encore eu affaire à ce type de difficultés, mais enfin, ça viendra inévitablement. Pour ça, je suis preneur de solutions. On a une véritable difficulté qui est d'arriver à recomposer une offre dense et à peu près complète, avec des centres-villes qui, pour beaucoup d'entre eux, dans les années 80 ou 90, ont vu la disparition d'espaces commerciaux qui ont été transformés, qui ont muté en espaces d'habitat. Et donc l'une des questions qui se pose sur un travail de ville déjà bâti, c'est d'aller récupérer des espaces commerciaux, de les réouvrir, assez souvent d'aller travailler sur leur réagencement pour permettre d'avoir des conditions d'exercice, des conditions d'accueil, des surfaces aussi suffisantes par rapport aux typologies d'activité. Et donc il y a ce volet de travail qui est extrêmement important. La difficulté auquel les communes se trouvent confrontées, c'est que porter ce type de politique, ça passe assez souvent par des opérations financières, par des opérations de rachat, de réaménagement, de mise en vente, de mise en location, de préemption, que ce soit de la préemption commerciale ou de la préemption foncière classique. Et donc, aujourd'hui, les communes ont besoin d'avoir le soutien d'un certain nombre d'acteurs. Ça peut être des acteurs du type de Grand Paris Aménagement, dans le cadre de projets lourds de réaménagement de centre-ville. L'établissement public foncier d'Île-de-France ou d'autres peuvent aussi être des acteurs de portage foncier qui vont ouvrir ces actions, ou un certain nombre de SEM. La région s'est dotée d'une SEM patrimoniale pouvant également venir intervenir sur ce type de sujet. Mais le problème aujourd'hui sur du réaménagement urbain est de ne pas laisser les communes seules avec des moyens qui ne seront jamais en phase par rapport à ce qui est la baisse de la qualité ou la reconquête de centre-ville qui nécessite des investissements lourds et surtout des investissements longs, et donc de figer des sommes dans le temps. On parlait, en complément de ce que vous venez de dire, Président, on parlait tout à l'heure de typologie d'activité dans les centres-villes, de retour de l'emploi dans les centres-villes, de faire vivre finalement ces activités dans les centres-villes au sens large du terme. Philippe, du coup, c'est votre métier que de réfléchir à ce que l'on met dans des socles que traditionnellement on a toujours considéré comme étant des socles commerciaux, mais avec aujourd'hui une vraie question qui est: est-ce qu'on peut faire d'autres typologies d'activités économiques? Est-ce qu'on peut insérer des entreprises, celles qu'on retrouvait plus traditionnellement en périphérie ou dans des zones d'activité finalement ces dernières années? Est-ce qu'on peut réellement les faire fonctionner dans ce qu'on appelle des socles actifs en ville? Oui, en effet, on voit que maintenant c'est vraiment une forte demande, comme le disait monsieur, alors à la fois des élus, des collectivités, et puis évidemment c'est lié des habitants, puisque beaucoup d'élus disent bon bah voilà, maintenant dans mon centre-ville, les habitants viennent me voir et me disent il n'y a plus de plombier, il n'y a plus d'électricien, il n'y a plus de cordonnier. Et c'est vrai que autant à Paris ou vraiment très proche banlieue, dans ces grandes villes, dans les cœurs des grandes villes, on peut avoir la chance d'avoir cette diversité encore, même s'il y a eu beaucoup déjà une certaine hémorragie. Autant il y a des endroits où en fait tous ces acteurs ont été un peu expulsés de la ville, et on les n'a pas forcément retrouvé dans les nouveaux quartiers qu'on a créés. Puisque c'est vrai que moi je suis ancien aménageur moi-même, on pense traditionnellement, on mettait des logements, alors éventuellement des bureaux si ça s'y prête, du tertiaire en général, des commerces, mais voilà, des commerces, plutôt des chaînes, des choses comme ça, et en tout cas très rarement de l'artisanat, et notamment très rarement
de l'artisanat de production, puisque dans l'artisanat, on a le commerce artisanal où il y a une activité de transformation, mais aussi de vente sur place. Alors là, c'est les boulangeries, les fromageries, des choses comme ça. Et puis après, vous avez tout ce qui est production, tout ce qui est petits services. Donc ça peut être tout ce qui est lié aux activités du BTP, de fabrication, tous les métiers d'art, etc. Et ça, c'est vrai qu'on les retrouve dans la ville traditionnelle et on les a perdus un peu, on les a perdus au fil du temps. Donc je dirais que ça semble... ça peut paraître assez simple en fait, alors on résume toujours ça à des histoires de hauteur sous plafond, etc. En fait, ça n'est pas si facile de les réimplanter parce qu'il y a je dirais deux exigences. Il y a à la fois une exigence de conception à la fois des espaces publics d'un quartier, donc il faut une bonne accessibilité, il faut des rues, une voirie adaptée avec un gabarit adapté, des places de livraison, etc. Et puis il faut des locaux qui soient adaptés également. Donc ça, c'est pas juste, effectivement, il y a effectivement la hauteur sous plafond, le volume, le fait qu'il n'y ait pas des poteaux partout, des gaines partout, etc. Donc toute une série de prescriptions à observer. Et puis après, il y a aussi des exigences financières, puisque les prix de sortie ne sont pas forcément négligeables, mais vont forcément être beaucoup moins élevés. Les loyers, par exemple, vont être beaucoup moins élevés que pour évidemment des logements et des bureaux et des commerces classiques, dans des bâtis où le coût de travaux, pour le coup, est plus cher que dans de la zone d'activité, puisqu'on n'est pas sur les mêmes modes constructifs. Et donc là, il faut imaginer des montages un peu innovants, en fait, où, alors pour le moment, ce qu'on voit principalement, c'est soit un mix commerce et puis activité plus productive, où un investisseur là peut venir se positionner parce qu'il y a une péréquation entre les deux. Ou alors on peut avoir des SEM comme par exemple la SEM de l'Île-de-France, je crois que c'est Investissement et Territoire, des SEM qui sont ou des structures publiques ou des structures municipales qui vont en fait acheter ces locaux et les louer, donc, mais qui ont une exigence de rentabilité moins importante. Après, une autre solution qu'il y a également, c'est de tout simplement vendre ces locaux, puisqu'en fait, il y a une énorme demande à la fois à la location et puis à l'achat de la part des entreprises. Et cette demande, en fait, n'est pas du tout satisfaite. À terme, on peut aussi imaginer que des fonds d'investissement, certaines structures se positionnent sur ces programmes. La difficulté étant qu'en général, ils ont une taille qui est quand même relativement petite. Et donc, forcément, ce sont des montants d'investissement qui sont quand même plus faibles que ceux sur lesquels ce type d'investisseur se porte d'habitude. Merci Philippe. Peut-être pour remonter d'un cran, on est descendu dans les contraintes et les leviers, on va dire, pour réussir l'implantation de ces typologies d'activités. Si on revient sur l'appréhension du commerce au sens plus large du terme, Sybille, du coup, Citylink fait de la stratégie urbaine, en tout cas du conseil en stratégie urbaine. Quand on veut aujourd'hui programmer du commerce, quand on veut réfléchir à des nouvelles fonctions, à ces enjeux, on fait comment? On prend en compte quelles évolutions de la société, quelles évolutions de consommation, quelles évolutions urbaines, pour se dire quelle est la place demain, sur la longue durée, on va dire, du commerce en ville, et quels sont les éléments leviers ou d'enjeux qu'il ne faut pas rater si on veut véritablement que ces fonctions soient installées et durables en ville. Je pense que c'est probablement extrêmement difficile de programmer à long terme comment s'installera le commerce dans nos villes, parce qu'on voit qu'il y a une telle évolution en aussi peu de temps que peut-être un peu d'humilité par rapport à ce sujet. En tout cas, ce qu'on a pu observer dans le cadre de notre ouvrage, et qu'on a peut-être pu constater les uns les autres, c'est qu'à un moment, on s'est fait une projection peut-être un peu hors sol de ce qu'il faudrait faire pour avoir du commerce, en programmant en grande maille ce qu'on pourrait mettre en termes de mètres carrés et qui parfois ne correspondait pas au marché. Et je pense qu'on a tous parcouru des villes où on a eu des carreaux de plâtre parce que la programmation n'était pas bien faite. Et ce qui est intéressant là dans certains exemples qu'on a pu voir, notamment sur les territoires de Rennes et de Nantes, c'est qu'il y a des opérateurs, des foncières ou des investisseurs commerciaux qui ont été associés très en amont avec l'aménageur pour regarder ensemble quelle pourrait être la juste programmation, travailler avec les maîtres d'œuvre aussi qui parfois font des programmations un peu hors sol et donc de viser la juste programmation pour qu'après ça soit traduit aussi dans les cahiers des charges à destination des opérateurs et que les commerces soient bien configurés dans la bonne jauge avec ceux qui savent faire le commerce.
On aura peut-être un échange aussi sur la question des foncières. Mais en tout cas, le partenariat, et vous en êtes un exemple, mais le partenariat qu'on peut observer de foncières spécialisées commerce et aménageurs en lien avec la collectivité, je pense qu'en ce moment, ça peut être une des clés parce que, comme vous le disiez, ce sont des investissements très lourds pour des collectivités. Et si on peut avoir ces partenariats publics-privés, c'est peut-être une des pistes pour contrôler et mettre en perspective tout ce que sera le commerce de demain. Ça veut dire que pour fabriquer le commerce de demain, il faut des acteurs un peu différents, organisés de manière différente. Il y a aussi peut-être de nouveaux acteurs et ça qui arrivent sur ce marché. En tout cas, ça fait le lien, Président, avec l'AMI que Grand Paris Aménagement a lancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot des objectifs, en tout cas, et des enjeux de cet appel à manifestation d'intérêt qui, précisément, a comme idée première d'aller chercher des acteurs pour aider à travailler sur tous les sujets qu'on a évoqués dans cette table ronde jusqu'à maintenant. Oui. Sybille Cosnard insistait sur l'importance de travailler très en amont pour essayer d'éviter d'avoir un décalage total entre une volonté politique ou un parti pris économico-urbanistique dans le cadre d'un réaménagement, d'une construction, d'une réhabilitation, mais qui pour le coup ne correspondent pas à une réalité économique, commerciale, entrepreneuriale ou sociologique, bref, aux besoins réels d'un territoire. Et c'est toujours extrêmement difficile. On a parlé de la question de l'accompagnement financier au portage, mais il y a aussi quelque chose qui doit être évoqué, c'est l'accompagnement en ingénierie. La réalité, c'est que pour les communes jusqu'à 25-30 000 habitants, en deçà de ce seuil, on a un déficit d'ingénierie colossal et il y a un besoin d'accompagnement à la définition d'une globalité de politique publique. On le voit bien avec Action Cœur de Ville, mais surtout avec les petites villes de demain. Plus la commune est petite, plus l'accès à la définition d'un projet, à la mise en œuvre de l'ensemble des outils, à la mise en œuvre de l'accès à l'ensemble des dispositifs ou des subventions est compliqué s'il n'y a pas un accompagnement. C'est un des sujets que nous développons avec Grand Paris Aménagement sur les petites villes de demain, pour essayer d'accompagner ces structures en ingénierie. C'est ce que vous faites aussi en accompagnant, mais on a ce déficit-là. Pour en revenir à votre question, toute la question de cette AMI que nous lançons, c'est justement de travailler très en amont, dès la conception d'une rénovation, de la création d'un quartier, quand on est sur une création ex nihilo, et les réaménagements de zones commerciales nous donneront à mon avis un terrain de jeu absolument exceptionnel sur des centaines d'hectares qui vont pouvoir être complètement retravaillés, recréés, rebâtis, on va pouvoir refaire de la ville. Mais tout l'objet de cette AMI, c'est quoi ? C'est au travers d'un certain nombre d'acteurs de portage foncier, d'un certain nombre d'acteurs qui ont une connaissance, un savoir-faire en termes de développement de zones commerciales, de zones entrepreneuriales, c'est travailler avec eux sur un référencement. Un référencement qui nous garantisse d'une part de pouvoir, à partir du moment où l'établissement interviendra sur une ZAC, interviendra en initiative sur un centre-ville, un cœur de ville, d'associer avant même de lancer nos consultations ces foncières, ces partenaires au travail de définition, de création et d'aménagement du bien. La deuxième chose, on sait aussi tous pertinemment qu'il y a des secteurs, alors je ne vais pas dire que le développement commercial se fait tout seul, mais enfin la réalité, il est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de porter du développement commercial en banlieue ouest au pied d'une gare du Grand Paris Express que d'aller développer un déploiement commercial quand on est à Méréville ou en Gerville, à l'extrême sud du département de l'Essonne. Et l'objectif pour nous, c'est aussi au travers de ce référencement de pouvoir travailler de manière groupée avec un certain nombre d'acteurs. La chance de Grand Paris Aménagement, c'est d'être présent sur une 50aine de sites en même temps en permanence et de pouvoir d'une certaine manière essayer de proposer à des acteurs de leur dire on les accompagne, on les prend avec nous sur des opérations entre guillemets un peu plus faciles,
mais en contrepartie, ils acceptent de s'engager avec nous sur des opérations un peu plus complexes où l'équilibre peut être un peu plus dur à trouver. C'est aussi pour nous, indépendamment du travail en amont, le fait d'essayer d'amener une revitalisation, un apport de capital, un apport de savoir-faire dans des territoires où si on fonctionne uniquement au coup le coup et par voie naturelle, on voit bien qu'il n'y a pas de solidarité de territoire et on aura beaucoup plus de mal à le sortir. Merci Président. Je voudrais précisément faire le lien avec ce qui vient d'être dit pour vous donner quelques éléments d'explication sur l'appel à manifestation d'intérêt et en profiter en clôturant en quelque sorte le format table ronde de cette conférence pour remercier Philippe Morgan-Rivery et Sybille Cosnard pour leur intervention à nos côtés. Merci beaucoup. Et en quelques minutes, vous donner quelques clés de lecture sur l'appel à manifestation d'intérêt. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis Fabien Guissot, je suis DGA au développement économique et au partenariat chez Grand Paris Aménagement et en charge du déploiement de cet appel à manifestation d'intérêt. Pour préciser ce que disait Jean-Philippe Dugouin-Clément et donner finalement quelques clés pratiques de fonctionnement de cet AMI, vous voyez ici sur l'écran ce que sont les conditions de Grand Paris Aménagement et sans redonner ce qui a déjà été évoqué par le Président. Vous voyez ici des choses qui peuvent sembler évidentes, mais surtout des éléments dans lesquels, à chaque fois, le commerce, l'activité économique de socle que l'on retrouve en ville, finalement est un vecteur transversal dans tous ces éléments de vie sociale, de refaire la ville sur la ville, de mixité fonctionnelle, d'amélioration de la qualité de vie, d'aménité urbaine. Au-delà de ces convictions, l'objectif dans cet AMI de recherche d'investisseurs, c'est de sélectionner effectivement des candidats sur la base de candidatures d'investisseurs, des acteurs qui vont pouvoir mettre de l'argent, investir dans des socles, dans des opérations, dans des volumes qui sont des volumes de dimensions plus ou moins importantes selon les opérations, sur lesquelles on sera capable de faire de la péréquation opération par opération, comme le disait Jean-Philippe Dugouin-Clément tout à l'heure. On précise ici la liste des activités dont on parle quand on parle d'occupation de socle actif. Et on ne parle pas uniquement de commerce ou de services. C'est la raison pour laquelle on parlait effectivement de ce sujet avec Philippe tout à l'heure. L'objectif, c'est aussi, dans cet AMI, de pouvoir faire travailler des investisseurs sur des activités artisanales, sur des locaux à vocation associative, sur de l'économie sociale et solidaire, sur des nouvelles formes de logistique urbaine ou d'équipement public. Les socles, tels qu'on les imagine, sont vraiment des espaces entre le rez-de-chaussée, potentiellement le R-1, potentiellement le R+1 aussi, des espaces capables, en quelque sorte, dans lesquels on doit pouvoir faire évoluer dans le temps une très large diversité d'occupations possibles, une très large diversité de typologies d'activités. Ça, c'est un élément extrêmement important. Les investisseurs qui aujourd'hui sont, et demain surtout, sont capables de le prisme le plus large dans ces activités sont évidemment les bienvenus à candidater. Le deuxième élément par rapport à ça, c'est que au-delà du qualitatif, il y a le quantitatif, si je puis dire, dans les 5 qui viennent, que l'on aura dans les opérations de Grand Paris Aménagement environ entre 30 000 et 40 000 m² de socles. Donc ce sont ces socles sur lesquels les investisseurs que l'on retiendra auront la capacité à agir à nos côtés. Et comme Jean-Philippe Dugouin-Clément le disait tout à l'heure, en avance de phase, ce qui change radicalement les choses en termes de méthodologie de conception. Intégrer les investisseurs en amont, jouer la péréquation, associer des investisseurs aussi aux profils divers et complémentaires. Je le disais tout à l'heure. Il faut aussi qu'on fasse mieux en termes et plus divers en termes de typologie d'activité, qu'on sache intégrer pas simplement les commerces traditionnels, mais qu'on sache s'adapter à chaque réalité territoriale. Effectivement, on ne fonctionne pas de la même manière, on ne programme pas de la même manière si on est à Nemours, là où on intervient Grand Paris Aménagement, que si on se trouve dans à Vitry sur 4000 m² de commerce. On ne travaillera pas la même chose et on a besoin d'avoir des investisseurs qui ont un regard très, y compris en intégrant des typologies d'investisseurs complémentaires les uns par rapport aux autres sur une même opération. Je passe rapidement sur les objectifs qu'on vous a déjà donnés.
Pour arriver peut-être sur le calendrier c'est le suivant. Les investisseurs qui sont intéressés, puisqu'on a déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt, ont jusqu'au 25 mars. Et donc, vous avez peut-être, vous qui nous écoutez, jusqu'au 25 mars pour nous écrire, et vous retrouvez tous les éléments sur le site de Grand Paris Aménagement, pour nous écrire à une adresse dédiée pour proposer votre candidature. On vous envoie en retour un dossier de consultation, un règlement de consultation. Et vous avez jusqu'à début mai pour nous donner vos éléments de réponse. On sélectionnera ensuite sur la fin du mois de mai, le début du mois de juin, quelques investisseurs qui seront nos partenaires privilégiés pour les années à venir. Et ces partenaires privilégiés sont les investisseurs à qui on s'adressera en priorité quand on lancera de nouvelles opérations pour être à nos côtés au moment même où on va concevoir les opérations, comme on le disait tout à l'heure. En fonction des profils des investisseurs, eh bien on sollicitera parmi les peut-être 3 à 5 que l'on aura sélectionnés tel ou tel investisseur qui nous semblera plus à même de prendre en compte telle ou telle réalité territoriale. Ensuite, à l'issue de cette phase d'analyse de candidature, on aura effectivement un choix qui s'opérera. Aujourd'hui, entre 3 à 5 candidatures retenues, on verra si c'est moins, on verra si c'est plus. Ça dépendra beaucoup des candidatures que l'on aura reçues. Et on conventionnera avant l'été avec les lauréats. Et on sait qu'on a déjà dans le second semestre 2022 quelques opérations qu'on démarrera sur la base de l'AMI avec les investisseurs, le ou les investisseurs que l'on aura retenus. Voilà, cet AMI est comme vous l'avez compris, une opération, un élément de méthode. Ça marche pas très bien. Pour Grand Paris Aménagement, un élément essentiel pour changer nos méthodologies de configuration de la ville et des quartiers qu'on aménage dans les années qui viennent. Et donc, on est à votre disposition pour vous apporter quelques éléments de complément à l'issue de cette table ronde. Et je remercie encore nos intervenants pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup.